Il y a 23 ans, ce film a traumatisé toute une génération. Les films de zombies n'ont plus jamais été les mêmes après ça. Maintenant, tu les vois plus marcher en traînant des pieds. Non, ils sprintent. Et avec 8 petits millions de dollars et seulement 8 caméras numériques d'amateurs, ils ont réussi à filmer la scène de changement de pneus la plus stressante et la plus angoissante de tous les temps. La barre avait été placée très haut pour l'époque et on pourrait argumenter qu'elle y est toujours, même jusqu'à aujourd'hui. Mais du coup, est-ce que le nouvel épisode de cette saga est aussi réussi que le premier ? D'abord, je veux commencer par dire que 28 ans plus tard n'est pas forcément un mauvais film. Au contraire, j'ai passé un assez bon moment au cinéma. Il y a plusieurs points positifs qui m'ont accroché dès le début de l'histoire. Par exemple, on se sent facilement investi dans la relation mentor-disciple entre Jamie et Spike, parce qu'on comprend directement le type de relation que le père entretient avec son fils. Rien qu'avec des petits détails de mise en scène comme la scène du petit déjeuner, avec le bacon que Jamie place dans l'assiette de Spike entièrement sans rien garder pour lui. Un autre concept que j'ai trouvé intéressant, c'est l'idée de l'évolution des infectés, parce que ça permet d'expliquer comment les infectés ont réussi à survivre pendant toutes ces années où ils auraient été privés de toute subsistance. L'autre avantage d'avoir introduit ce nouveau concept, c'est que le personnage de Spike incarne un peu la perspective de l'audience. Puisque même pour les spectateurs qui ont vu les films précédents, au début on se retrouve tout aussi inexpérimenté que lui face à ce nouveau type d'ennemi. Et grâce à ça, on se sent immergé avec lui dans l'action. Surtout pendant les situations stressantes, comme par exemple pendant la scène de course-poursuite sur la plage, quand un alpha est sur le point de rattraper Jamie et Spike, qui courent de toute leur force le long de la route semi-immergée. Cette scène de tension est sûrement la mieux réussie du film, et elle est filmée dans le noir presque complet, mais reste quand même efficace et réussie visuellement grâce à de bonnes idées de cadrage et de mise en scène. Malheureusement, une fois que les 40 premières minutes sont passées, l'histoire s'essouffle quand même assez vite, et certaines actions des personnages commencent à faire de moins en moins de sens. Par exemple, dans la deuxième moitié du film, il y a un moment où le personnage de Jamie est complètement mis à l'écart. C'est quand son fils décide tout seul de partir en expédition hors de l'île avec sa mère Ayla pour l'emmener voir le docteur Kelson, un ancien médecin vivant reclus dans la forêt, le seul capable d'identifier la maladie de Ayla dont les symptômes la rendent instable mentalement. Ce qui n'a pas de sens, c'est qu'à aucun moment, le père ne décide de transgresser les règles du village pour partir à la recherche de son fils et de sa femme. Alors qu'on a clairement établi au début que le trait qui caractérise le plus le personnage de Jamie, c'est qu'il priorise la vie de son fils plus que n'importe qui ou n'importe quoi. Et avec son expérience du terrain, il aurait facilement pu traquer sa famille et les rattraper en un seul jour. Mais bizarrement, il ne le fait jamais et le film ne nous explique même pas pourquoi. Un autre problème du film, c'est qu'il fait trop constamment appel à ce qu'on appelle des Deus Ex Machina, c'est-à-dire des moments où Spike et sa mère échappent à des situations désespérées uniquement grâce à l'intervention de forces extérieures en dehors de leur contrôle, et qui sortent un petit peu de nulle part. Par exemple, la scène où Spike et Ayla se font piéger par une armée d'infectés à l'intérieur d'une station-service, et où le personnage de Eric, un ancien membre des patrouilles maritimes, apparaît de nulle part pour les sauver, il utilise sa mitraillette pour faire carrément exploser le gaz inflammable et provoque une déflagration dans tout le bâtiment. Juste pour éliminer quelques infectés. Mais bizarrement, Spike et Ayla s'en sortent complètement indemnes et intacts. Un autre exemple de Deus Ex Machina, c'est quand ils se font attaquer par un second alpha, celui qui a beaucoup fait parler de lui sur internet. Mais là aussi, Spike et Ayla se font sauver par l'apparition du docteur Kelson, qui possède justement une substance chimique capable de neutraliser les infectés de façon temporaire. Ça arrive encore une fois à la toute fin du film, quand Spike décide de survivre seul dans la nature avec rien d'autre qu'un arc et des flèches pour se défendre. Et on le voit directement se faire coincer dans un cul-de-sac par un groupe d'infectés. Et comme par hasard, encore une fois, il se fait sauver grâce à l'intervention d'un nouveau gang de survivants mené par Jimmy. Un personnage qui n'est apparu qu'une seule fois pendant tout le film, et c'était au tout début, dans un flashback quand il était gamin. Ce que j'essaye de dire, c'est que si le facteur chance n'était pas intervenu à chaque fois pour sortir le héros de toutes les situations désespérées, l'histoire se serait terminée beaucoup plus tôt. Le problème avec le fait de trop abuser du facteur chance, c'est que ça affaiblit le héros principal en le faisant transparaître aux yeux du spectateur comme quelqu'un qui n'a aucun pouvoir sur son propre destin. 28 jours plus tard n'a pas ce problème. L'histoire du premier film ne se repose pas sur ce genre de facilité scénaristique. Déjà, son protagoniste principal, Jim. Dans la première scène où Jim apparaît, on le voit se réveiller en plein milieu d'une salle d'opération d'un hôpital entièrement déserté. Comme Spike au début, on partage directement le point de vue de Jim qui se retrouve perdu dans un environnement qui lui est complètement inconnu. Après avoir erré dans les rues de la ville déserte sans rien comprendre à ce qui est en train de se passer, Jim se retrouve face à sa toute première confrontation avec les infectés. Hello? Et c'est uniquement à ce moment-là du début que le facteur chance intervient pour le sortir d'une situation désespérée. Quand il se fait secourir par Serena et Mark, deux survivants qui lui expliquent enfin la situation. À partir de là, Jim va devoir apprendre à adopter toutes les règles de survie de base. Il va être obligé de s'adapter vite
très vite, parce que la moindre de ses erreurs peut lui coûter la vie à lui ou à un autre membre de son groupe. Et le film s'assure bien de nous le faire comprendre dès le début. L'une des plus grandes forces de 28 jours plus tard, c'est que les infectés représentent une menace constante et omniprésente. Un danger qui peut rester invisible, juste pendant un certain temps, pour donner au personnage un faux sentiment de sécurité. Ils attaquent en repérant la lumière d'une simple bougie allumée par Jim dans la maison de ses parents. Ils attaquent quand Jim et Serena commencent à escalader les escaliers d'un immeuble pour rejoindre un autre groupe de survivants. Ils attaquent pendant la fameuse scène où un stupide pneu crevé fait que le groupe se retrouve piégé dans un tunnel obscur. Ils attaquent quand Jim décide d'explorer seul une station-service abandonnée. Hello? Mais à ce stade du film, il est préparé. Ces attaques répétées viennent à chaque fois rappeler au spectateur qu'on ne peut jamais baisser sa garde, et ça fait ressentir une tension permanente tout au long du film. A l'inverse, dans 28 ans plus tard, cette tension n'est pas consistante, même pendant les moments où les personnages sont les plus vulnérables. Par exemple, pendant la toute première nuit dans la vieille maison abandonnée, les infectés n'attaquent pas après que le bâtiment se soit effondré. Même avec tout le bruit que l'accident a provoqué. Et Jamie et Spike arrivent à traverser la forêt dans l'obscurité complète sans aucune confrontation. Les infectés n'attaquent pas non plus au début du trajet de Spike avec sa mère complètement désorientée, alors que pourtant on les voit traverser des kilomètres et des kilomètres de forêt, de collines et de prairies à pied sans aucun souci. Et les infectés n'attaquent pas non plus après l'explosion de la station-service qui aurait dû alerter tous les autres contaminés de la région à des kilomètres à la ronde. Ce genre d'inconsistance fait baisser la tension de plus en plus tout au long du film, et ça fait que vers la fin on commence à ressentir les trajets de forêt comme des scènes de promenade plutôt que des expéditions de survie. En plus de ça, il y a un autre élément beaucoup plus dangereux et plus insidieux que les infectés en eux-mêmes, le sang. Et plus précisément le virus contenu dans le sang des infectés, qui ne sont rien de plus qu'un véhicule au final. La chose la plus terrifiante avec le concept d'un virus, c'est qu'on a affaire à un ennemi invisible, impossible à raisonner, et qui peut nous éliminer à tout moment sans qu'on puisse le voir venir. 28 jours plus tard a très bien exploité ce concept. Les infectés vomissent le virus sur leurs victimes, injectent le virus à travers leurs morsures et projettent du sang dans tous les sens, même quand ils se font éliminer. Ce qui fait que même si une attaque est maîtrisée très rapidement, il suffit juste qu'un peu de sang entre en contact avec une plaie ou n'importe quelle blessure superficielle pour que le survivant se fasse éliminer instantanément. C'est exactement ce qui arrive à Mark au début du film. Et il y a même une autre scène encore plus tragique, c'est vers la deuxième moitié du film, quand les personnages arrivent face à un barrage autoroutier, et que le personnage de Frank se fait contaminer par une simple petite goutte de sang qui entre en contact avec son œil juste à cause d'un cadavre qui était suspendu juste au-dessus de lui. Juste comme ça, la seule figure paternelle du groupe se fait éliminer devant les cris et les pleurs de sa fille impuissante. Alors que pourtant, il n'y avait aucun infecté dans les parages. C'est là qu'on comprend que le véritable antagoniste du film, ce ne sont pas les contaminés, mais le virus lui-même. Et le moindre contact avec une seule petite goutte de sang contaminée, ça équivaut à signer son arrêt de mort. 28 ans plus tard, par contre, n'exploite plus du tout cette idée. Il y a une scène qui casse complètement le concept, et c'est aussi vers la deuxième moitié du film. Quand Ayla, la mère de Spike, s'éloigne du reste du groupe pour aller aider une femelle infectée à accoucher, Ayla s'agenouille littéralement entre les jambes de l'infecté recouverte de sang. Elle lui prend même les deux mains pendant plusieurs secondes ou minutes avant d'extraire le bébé de l'utérus à main nue. Et en plus de ça, pour attacher le cordon ombilical, elle ramasse un bout de tissu qu'elle met dans sa bouche, puis l'arrache avec ses dents, alors qu'elle a touché ce tissu avec ses mains qui sont clairement contaminées. Et le pire dans tout ça, c'est que Spike, son propre fils, et Eric, qui se trouve juste à côté, la regardent faire en se contentant juste de crier sans essayer de l'éloigner ou de la séparer physiquement à aucun moment. Et puis quand la femelle infectée essaye soudainement de les attaquer, et que Eric l'abat avec un tir de mitraillette, presque à bout portant, encore plus de sang gicle dans tous les sens. Mais encore une fois, bizarrement, aucune goutte de sang ne rentre ni dans la bouche, ni dans les yeux des trois personnages. Encore une fois, le facteur chance. Après, c'est évident que cette scène essaye d'aborder le thème de la maternité, qui serait une force de la nature tellement grande qu'elle pourrait transcender le virus et créer une connexion émotionnelle entre deux ennemis mortels pendant l'espace d'un moment. C'est joli et ça sonne bien comme idée. Sauf que le problème n'est pas l'idée en elle-même, mais son exécution, qui teste un petit peu trop notre suspension d'incrédulité. C'est pour ça que 28 jours plus tard réussit là où son successeur échoue. Surtout quand on compare l'acte final des deux films qui abordent le même concept, le thème du plongeon au cœur des ténèbres. C'est cette idée que la barbarie n'est pas la conséquence d'un accident extérieur, mais plutôt quelque chose d'inhérent à la nature humaine, et qui est enfoui en chacun de nous. Une noirceur intérieure qui peut se révéler chez n'importe qui dès que les contraintes de la civilisation sont levées. En gros, pour pouvoir survivre dans les ténèbres, il faut devenir les ténèbres
soi-même. Danny Boyle adore ce concept, et il l'aborde dans la majorité de ses films. Trans, 127 heures, Petit meurtre entre amis, Sunshine. Et même dans le climax final de 28 jours plus tard, les personnages principaux se font séquestrer dans une base militaire par des soldats commandés par le Major Henry West, l'antagoniste principal du film, qui essaye de convaincre Jim de laisser ses subordonnés assouvir leurs pulsions sexuelles avec Anna et Selena, les deux seules femmes du groupe, qui sont maintenant sa seule famille. Évidemment, Jim refuse de les laisser se faire traiter comme des jouets sexuels, et quand il tente de résister, le Major West envoie Jim se faire exécuter. Mais dès que ses bourreaux ont le dos tourné, Jim a la présence d'esprit de se jeter dans une pile de cadavres pour se fondre dans le décor et s'évader. Pendant ce temps, à la base militaire, les soldats sont occupés à décider de qui passera en premier pour faire ce qu'il veut du corps des deux femmes. C'est là que Jim fait son retour, il infiltre la base seul, sous la pluie et à moitié nu, et il détruit les chaînes d'un infecté retenu en captivité pour le lâcher à l'intérieur de la base. Forcément, le camp ennemi plonge dans le chaos, et Jim profite de la panique générale pour éliminer les soldats un par un. Il les embusque les uns après les autres, en grimpant et en sautant du plafond. Il se comporte presque comme un infecté, surtout à la fin quand il tabasse et massacre l'un des militaires à main nue devant le regard horrifié de Selena, qui croit même que Jim est contaminé pendant un moment. Et c'est comme ça que l'histoire se conclut, avec cette morale que parfois, il n'y a pas d'autre choix que de devenir un monstre, pour pouvoir protéger sa famille contre les autres monstres. Le climax final du dernier film, par contre, n'est pas aussi satisfaisant. C'est même pas vraiment un climax. Dans 28 ans plus tard, le personnage qui incarne ce concept du cœur des ténèbres est censé être le docteur Ian Kelson, qui vit seul dans la forêt, entouré de sculptures faites avec des ossements, en existant presque en harmonie avec les infectés, qu'il a appris à neutraliser avec des substances chimiques. Le docteur Kelson explique au héros principal que sa mère n'a plus longtemps à vivre, parce qu'elle souffre du cancer. Spike n'est évidemment pas encore prêt à dire au revoir à un membre de sa famille, même en apprenant qu'elle est condamnée. Alors le docteur Kelson utilise une drogue pour endormir Spike avec le consentement suggéré de la mère qui accepte de se faire euthanasier pour être enfin libéré de ses souffrances. Encore une fois, on a affaire à un thème qui est joli dans l'idée, mais qui, je trouve, aurait pu être mieux exécuté. Le problème, c'est que quand Spike se réveille le lendemain, et que le docteur Kelson lui offre le crâne de sa mère en lui disant de l'ajouter au reste des sculptures, bizarrement, le héros principal n'exprime aucune objection, ni colère, ni frustration. On aurait pu avoir une scène de dialogue où Spike exprime sa haine contre le docteur Kelson, une haine qui aurait été justifiée dans ce contexte, face à cet étranger qui vient de le priver des derniers instants avec un membre de sa famille, celle qui était supposément la plus importante pour lui. La relation entre Spike et sa mère est difficile à définir entièrement à cause du choix des scénaristes de faire que Ayla soit atteinte de maladie mentale, parce que ça nous pousse à questionner chacune de ses actions et de ses paroles. On ne sait même pas ce qu'elle pense de Jamie, son mari, qui s'est quand même occupé d'elle pendant des années et pour qui elle n'a aucun message d'adieu à transmettre, juste avant que Spike perde conscience. En gros, à la fin du film, on ne sait toujours pas exactement qui est Ayla, et à cause de ça, c'est difficile de se sentir vraiment totalement investi émotionnellement au moment où elle disparaît. C'est difficile de trouver cette fin satisfaisante parce que quand on arrive à ce stade du film, il y a encore beaucoup de questions sans réponse et trop de choses qui n'ont pas été assez développées. Après, vous me direz que toutes ces questions trouveront leur réponse dans la suite du film qui s'appellera justement 28 ans plus tard, Le Temple des Os en traduction littérale. Mais même en prenant ça en compte, ça n'empêche que le film a une très très grosse faiblesse. Il souffre de ce que j'appelle le syndrome des premières parties. C'est quand un film décide de démarrer plusieurs intrigues ou sous-intrigues qui augmentent la durée de l'histoire mais qui finissent par ne jamais être résolues totalement dans ce même film, sous prétexte que toute question sera répondue dans le prochain. L'exemple le plus évident, c'est avec le personnage de Jimmy, qui apparaît uniquement au tout début, dans un flashback, et à la toute fin dans le cliffhanger. Mais dans quel intérêt ? On sait que c'est pour préparer les spectateurs à le voir devenir l'antagoniste du prochain film, mais même le fait de savoir ça, ça n'apporte aucune réelle satisfaction. On ne sait pas qui il est, à part qu'il est devenu une sorte de fanatique religieux, mais à part ça, on ne sait vraiment pas qu'est-ce qui le motive, ni quel type de dynamique intéressante il pourrait peut-être potentiellement développer avec Spike. Et donc, qu'est-ce qu'on est censé attendre exactement ? Pourquoi introduire ce personnage dans ce film-ci si vous n'avez pas l'intention de développer quoi que ce soit avec lui dans cette histoire ? Il y a aussi l'exemple de Ayla, non pas la mère cette fois, mais le bébé Ayla, accouché par la femelle infectée, qui n'avait montré aucun signe de contamination. On sait très bien que ce bébé est censé jouer un rôle dans le futur de la franchise, et que Ayla sera sûrement immunisée ou possédera même des capacités surhumaines, parce que c'est un cliché vu et revu à ce stade. Mais le problème, c'est que, encore une fois, cette sous-intrigue n'apporte aucune satisfaction. Au contraire, quand on prend uniquement le contexte de ce film en isolation, quand on repense à la fin, où Spike dépose le bébé devant les portes du village, si on y réfléchit bien, c'est gravement stupide, et pour des tas de raisons. Si ça se trouve, Spike aurait pu condamner la vie de tous les membres de son village en leur confiant le bébé, parce que Ayla pourrait très bien être asymptomatique, et quand même être porteuse du virus contagieux. Il suffirait d'une seule goutte de sang
pour exterminer l'île tout entière. Et pour ceux qui se souviennent de 28 semaines plus tard, qui est techniquement le film précédent, même la salive est un danger mortel. Il suffirait que le bébé tète le sein de n'importe quelle femme du village et je vous laisse imaginer la suite. En plus de ça, Spike révèle lui-même dans sa lettre que le bébé a été accouché par une infectée. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait pousser les gens du village à vouloir prendre ce risque, au lieu de tout simplement se débarrasser du bébé? Bref, ce que j'essaye de dire, c'est qu'un film devrait pouvoir se suffire à lui-même, dans son histoire, comme c'est le cas de 28 jours plus tard qui a un début, un milieu et une fin déjà satisfaisante à elle toute seule. Parce que entre le moment où la plupart des gens auront regardé 28 ans plus tard et le jour de la sortie en cinéma de la deuxième partie, qui répondra peut-être éventuellement à toutes les questions qu'on s'est posées, mais un an plus tard, pratiquement tout le monde aura sûrement oublié les petits détails de ce qui s'est passé dans le film d'avant. Mais bon, j'irai quand même regarder la suite au cinéma, quand ça sortira, même si en ce qui me concerne, personnellement, 28 ans plus tard reste clairement inférieur à 28 jours plus tard.